Dans les 9 dernières vidéos de Squeezie, 4 d'entre elles incluent des rappeurs. On est avec Vald, Enaza, Sosormanes, SCH. On est avec Orelsan. Mais on a quand même pu voir quelques petits moments de malaise. Arrête, hein. Arrête. 15 ans de crédibilité détruit sur une vidéo Squeezie. Donc est-ce que la complicité entre Squeezie et ses rappeurs est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? En parallèle de tout ça, les médias classiques n'ont pas l'air d'aimer ces concepts. Polémique Thierry, oui, avec Squeezie. Moi, je me suis pas exclu. Pas parce qu'ils sont jeunes que je vais dire que c'est bien. Donc est-ce que ces concepts et le fait d'inviter des rappeurs à chaque vidéo serait pas la nouvelle manière de faire des vues? Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude les amis, je vous demande juste un petit abonnement et activer la petite cloche, c'est complètement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Donc je vais pas vous l'apprendre, Squeezie a toujours eu un énorme intérêt pour la musique. Et pour comprendre ça, faut remonter en 2011. À l'époque, Squeezie c'était synonyme de gaming et d'humour. Et quoi de plus logique que de commencer ses premières musiques en faisant des sons pas vraiment sérieux autour de ses jeux préférés. J'aime pas les vieux campeurs, ni les rocket launchers. Moi mon truc dans Call of c'est vraiment le sniper. Puis au fur et à mesure que sa carrière a évolué, évidemment le budget de ses vidéos et de ses musiques a aussi extrêmement évolué. Et on est passé dans cette fameuse époque où à chaque fois qu'un nouveau jeu vidéo sortait, il y avait toute une série de youtubeurs genre Norman et Cyprien qui faisaient une musique liée à ce jeu vidéo. C'était souvent dans le cadre de la promo du jeu vidéo. Et par exemple à l'époque on a eu Top 10 des jeux vidéo 2013. On commence avec le Top 10, Beyond Two Souls, développé par des Français, avec des stars d'Hollywood. En 2014 le Clash Luigi et Mario. Et le IGI, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. Puis en 2015 Norman et Squeezie sur Assassin's Creed. Je fais des trucs un peu malsains. Je mène une vie d'assassin. Ou encore en 2017 avec Overwatch et pas mal d'autres youtubeurs. Quand le Mac débarque, c'est la panique au Far West. Je suis le king d'Overwatch, personne ne peut me tester. Et Squeezie Cyprien qui à l'époque faisait partie du duo Bigorneau et Coquillage, qui marchait très bien, mais le souci dans l'histoire, c'est que les gens commencent à créer une fausse compétition entre les abonnés de Squeezie d'un côté et les abonnés de Cyprien de l'autre. Parce qu'on se rend compte que Squeezie gagne de plus en plus d'abonnés et qu'il va pas tarder à surpasser Cyprien. Et donc le fait de dépasser Cyprien va être un événement majeur. Hey, Cyprien, t'as pas peur, Squeezie risque de te dépasser et effectivement, selon les courbes, Lucas gagne plus d'abonnés que moi. Donc du coup, il va me rattraper. Et les gens adorent plus même que nous. La communauté, vous adorez ce truc-là d'abonnés, de cours. En vrai, vraiment, les gens adorent ça. Et il y a même des mecs qui avaient créé un player comme nous, sans l'habillage, un compteur live, Squeezie versus Cyprien, quoi. Quoi de mieux que d'utiliser ce faux clash pour créer toute une histoire autour de ça. Et ils décident alors de faire des petits gags entre eux. Mais ces petits gags sont allés très loin. Alors ça a commencé par simplement mettre des petits stickers comme ça dans le studio de chaque personne. Puis après ils ont acheté des pré-rolls YouTube pour apparaître devant les vidéos de l'autre. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que les pré-rolls, c'est simplement les pubs que vous voyez juste avant chaque vidéo YouTube. En fait n'importe qui peut acheter ces emplacements publicitaires. Et la particularité c'est qu'on peut les placer devant n'importe quelle chaîne YouTube ou même devant n'importe quelle vidéo. N'importe quelle chaîne YouTube ou vidéo qui bien sûr est monétisée. Et donc Cyprien a la magnifique idée d'apparaître juste devant la vidéo de Squeezie sous forme de publicité. Où il encourage les abonnés de Squeezie à venir de son côté. Mais ce qui m'a le plus impressionné dans cette histoire, c'est quand un jour au pif je débarque dans le métro. Donc voilà, on allait au taf comme tous les jours. Donc là je passe le portillon du métro et en descendant le métro, je me rends compte que y a la grosse tête de Squeezie affichée tout le long en me disant d'aller s'abonner à sa chaîne. En tout cas, comment ça s'est déroulé, Cyprien, étape par étape? Qu'est-ce Une qui fois s'est qu'on passé? avait notre petit planning, une affiche dans le métro, sticker la porte, le pré-roll. Moi j'ai inventé une petite histoire de quiz que t'as découvert sur la fin. Drôle. Je savais même pas ça. Ça c'est le truc qui une était vraie vraiment surprise. pas, ouais. Du coup vous allez vous poser la question, bon c'est cool frérot, mais c'est quoi le rapport avec la musique là, avec ton histoire? Bah justement, on y arrive parce que ce magnifique clash s'est terminé en musique, ou plus précisément en clash musical interposé. Bref, du coup une fois qu'on a fait ça, on voulait terminer par 3 musiques. Ça c'était le truc finalement qui presque nous amusait le plus. Ouais, de ouf. Parce Surtout que- la dernière musique. Tu fais peine à voir, tu t'habilles comme un comptable. Je suis passé devant une maison de retraite, ils t'attendent pour le scrap. Franchement à ta place je ferai pas le malin parce qu'à ton âge t'as encore besoin de moi quand tu déménages et faire du bricolage. Pour enfin terminer sur cette musique où ils font la paix. Qu'importe les chiffres, y a jamais eu de vainqueur. T'es le number one dans mon cœur, mon cœur. Qu'importe la place, y a jamais eu de rancœur. Au passage, si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste, que vous manquez de visibilité et que vous voulez savoir comment j'ai fait par exemple pour faire passer cet artiste de 300 vues à 15 000 vues sur sa musique, j'ai fait une masterclass complètement gratuite de 30 minutes où je vous explique ma stratégie marketing en détail, je vous donne aussi 10 concepts de vidéos musicales qui ont généré des millions de vues et je vous explique précisément comment maximiser votre nombre de vues et de streams sans dépenser un centime, sans être un expert en marketing et sans compromettre votre art. Si ça vous intéresse, le lien de la masterclass est dans la description juste en dessous. Donc pour revenir à cette histoire avec Squeezie, pourquoi est-ce que je voulais faire cette petite historique avant de commencer la vidéo comme il faut? Un, qui avait un vrai intérêt pour la musique chez les youtubeurs, parce que c'était une manière en fait de diversifier son contenu et d'offrir autre chose qu'un simple contenu facecam. Le premier truc qui m'a poussé à prendre cette décision, c'est le fait que la musique, c'est une manière très différente d'aborder des sujets et des thèmes que les vidéos. Par exemple, il y a plein de chansons d'amour qui parlent d'histoires de rupture, de jalousie, etc. Mais parler de ça en vidéo, à travers l'un des formats que j'ai sur cette chaîne YouTube, c'est bizarre, ça s'y prête pas. Et plus globalement, faut pas oublier que faire une musique c'est super fun. Nous en tout cas pour moi, ça m'a éclaté de faire ce truc là. Tourner les clips. Écrire les musiques aussi, juste écrire les c'est le moment musiques. Et deuxièmement, et c'est là où je veux qu'on aille, pour certains de ces youtubeurs comme par exemple Squeezie, la musique
musique, on le voit vraiment, c'est une passion qui va l'amener par la suite à se professionnaliser et créer un album de toutes pièces. Mais cette fois-ci, plus de parodie, on parle de musique premier degré, donc pas basé sur des vannes ou de la promotion de jeux vidéo. Et c'est de cette passion que naît le tout premier album de Squeezie, Oxys. Mon premier album, Oxys, sort le 24 septembre. Où Squeezie se retrouve en featuring avec des artistes comme Gambi ou Nemir, ou même d'autres producteurs super connus comme Mid, Keza Prod ou Isos. Mais malgré cet effort de professionnalisme, on peut pas dire que l'album a été bien reçu. On voit qu'il y a mis beaucoup d'efforts. Encore une fois, on voit qu'il allait très loin dans le professionnalisme, que ça soit en prenant des cours de chant, en engageant des pros de la musique, des producteurs, des top liners, des chanteurs, des rappeurs, en essayant d'avoir une très belle direction artistique, les clips sont beaux, la jaquette de l'album est magnifique, mais comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur les rappeurs youtubeurs, l'élément crucial qui manquait à cet album c'était le temps, ou plutôt le recul sur son art. C'est ce qui vous permet au fur et à mesure d'avoir une critique sur votre propre travail et de pouvoir évoluer, du moins en tant qu'artiste. L'album était donc je pense un peu trop précipité, et peut-être un peu mal calculé parce que c'est vrai qu'on voit des rappeurs on a l'impression que c'est très facile à faire, mais je vous invite à aller réécouter les tout premiers albums de vos rappeurs favoris, par exemple ce que j'ai fait récemment avec Hamza, et vous allez voir que dans 99% du temps, c'est pas le niveau qu'on a aujourd'hui. Et encore heureux parce que voilà, il y a une évolution musicale et c'est bien. Donc c'est pour ça que pour moi ce premier album n'a pas eu le succès tant mérité. J'en parlais à Lorraine à Luciole parce que j'ai beaucoup étonnamment souffert du fait d'avoir sorti cet album, des retours, il y avait beaucoup de haine et tout autour de ça. Et c'est normal, quand tu changes de case, c'est terrible. C'est terrible. Même moi, quand je vois un gars changer de case, je suis hyper réticent, je suis pareil. Et en fait, je me suis dit que je l'ai fait vraiment pour moi, pour kiffer. Mais je me suis tellement investi dedans. Tu vois, j'ai tellement fait de sessions studio, d'heures passées sur Ableton à apprendre à gérer ma voix, à poser, à gérer l'intention, à truc à machin, à trouver une DA pour le projet et tout, qu'en fait, inconsciemment, je me suis créé des attentes et c'est ça qui m'a mené à, après la sortie, à être un peu dans le mal parce que les 10% de gens qui ont détruit le truc, ça m'a atteint parce que j'ai trop mis de cœur là-dedans et j'aurais dû prendre un peu plus de distance. Mais bref, si vous voulez avoir mon avis complet sur le sujet, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, je vous mets le lien juste au-dessus. Évidemment, c'est pas le seul youtubeur intéressé par la musique. On a eu plein d'autres youtubeurs qui ont fait des projets, que ce soit des clips, des singles, que ce soit Inoxtag, Michou, Seb Lafrite, Mister V ou le Lot avec Mastu, Joyka, Théodore et encore plein d'autres. Mais maintenant qu'on a compris l'intérêt de Squeezie et des autres youtubeurs pour la musique, et plus particulièrement pour le rap, qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus de rappeurs qui débarquent dans ces vidéos? Et bien vous allez voir que c'est pas exactement les raisons auxquelles vous pensez. Alors votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne, un livre. Déjà, et ensuite c'est aussi une petite référence aux vidéos sur YouTube qui ont des titres un peu aguicheurs. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Peut-être que ça va le devenir. Mais peut-être que vous devriez faire ça se trouve. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. Mais tu es respect, hein. Le passage que vous venez de voir a été diffusé en 2017 dans l'émission Salut les Terriens de Thierry Ardisson. Donc suite à ça, absolument tous les médias en parlent et créent un espèce de buzz autour de cette interview de Thierry Ardisson qui méprise complètement le métier de YouTube. Ce qui est quand même relativement hypocrite pour une personne qui a passé sa vie à la télé à faire exactement la même chose. Il y a donc une guerre qui naît entre la nouvelle génération versus l'ancienne génération. Et Ardisson décide de rajouter encore une couche en disant ça. Non, apparemment, personne n'a compris le deuxième degré. J'ai expliqué à ce gars-là qu'on était vieux, que maintenant l'avenir c'était eux. Je m'étonnais qu'on puisse gagner sa vie en commentant des jeux vidéo sur YouTube. Il s'était excusé. Moi, je me suis pas excusé. Bon, pour le coup, Squeezie lui a magnifiquement répondu. Comme si Netflix Internet étaient les grands méchants qui empêchaient la télé de vivre aujourd'hui et que la télé c'était les petits gentils. Les amis, vous venez de signer pour produire la 20e saison de Inspecteur Barnaby. Inspecteur. Dans le nom de la série, il y a le mot inspecteur déjà. Ce mot est plus vieux que Laurent Ruquier. J'ai un vieux discours de jeune qui est anti-vieux et tout, mais c'est pas ça, c'est juste, il y a des freins au progrès, je trouve. Ardisson en sueur. Ah, je mets la barre très très haute sur Ardisson. Ça va être pareil en fait. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous ai montré ce passage? Parce que ça marque un phénomène assez intéressant à souligner. On a vu chez les influenceurs, mais surtout qu'on a vu dans le rap. On peut prendre l'exemple de Nekfeu en 2015 sur le plateau de On n'est pas couché, qui était venu à l'occasion pour présenter son album Feu. Après, je pense que c'est vraiment une différence de culture, quoi. Parce que moi, les grands rappeurs qui m'ont fait, j'ai bossé avec eux. On se comprend, quand on parle de musique, on se comprend. Vous, ça se voit que c'est pas trop votre domaine. C'est pour ça, avec humilité, je vous dis que bonne chance. C'était pas très humble, c'était plus une genre de battle, mais donc je pense ça bien. Alors moi, le truc qui m'a choqué le plus dans cette interview, c'est pas vraiment le fait que les chroniqueurs écoutent pas vraiment de rap. On a l'habitude que ça se passe comme ça quand un rappeur est invité. Mais moi, le truc qui m'a choqué le plus, c'est qu'en fait, ils mettent complètement à côté le côté musical du rap. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le plateau en ayant soi-disant préparé l'interview, mais en ayant juste
imprimer des textes. Ok, le rap c'est une musique lyricale basée sur des textes et tout, mais il y a quand même un support avec une instrumentale. Puis de nos jours c'est beaucoup plus mélodieux, c'est-à-dire qu'il y a des top lines, il y a des mélodies dans tous les sens. Puis il y a une direction artistique dans les clips, on essaie d'aller chercher un univers musical. Pareil, on essaie de faire une cover stylée. Bref, si on analyse juste les textes, on oublie 3/4 du truc en fait. Comme si vous deviez juger la qualité d'un hamburger avec juste le steak au milieu. Ouais, mais il manque le pain, il manque la salade, il manque la sauce, il manque les frites, il manque plein de trucs. Alors autre exemple ici en 2017 avec Damso qui passe sur le plateau de Yann Barthès pour l'occasion de son album qui venait juste de sortir, qui au passage d'ailleurs est juste un chef-d'œuvre, et qui a fait, je tiens à le souligner quand même, diamant en France et triple platine en Belgique. Et bien évidemment, je pense que vous avez compris, la seule chose que Yann a trouvé à dire, c'est bien ça. Toute la presse de bon goût vous adore, Le Monde, la presse féminine comme Grazia vous adore, alors que vos textes sont quand même super sexistes. C'est pas du sexisme, je parle de sexe, mais pas de sexisme en fait. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit en fait un espèce de décalage. Un décalage où le rap est malheureusement encore considéré comme un sous-genre de la musique, alors que ça fait juste 30 ans que le truc domine le marché musical. Et j'ai pas envie de rentrer dans l'espèce de guéguerre nouvelle génération versus l'ancienne génération, parce qu'il y a des présentateurs de télé qui vivent très bien avec leur temps et qui ont pas discriminé internet, ni discriminé le rap. Pour moi, simplement, il y a certaines personnes à la télé qui ont peur pour leur poste. Ils voient le média de la télé qui prend de moins en moins d'ampleur parce qu'il est beaucoup moins regardé par les gens, donc les audiences baissent. Et du coup, les publicités qui font quand même tenir ce business décident de s'orienter beaucoup plus là où les gens sont, c'est-à-dire internet. Ce qui fait peur aux gens de la télé, bah c'est normal, ils risquent de perdre leur poste, mais en même temps, bah c'est la loi du business, c'est l'offre et la demande. Il y a des gens, malheureusement, quand ils voient qu'ils sont dans une période un peu difficile, bah, le premier réflexe qu'ils ont, ça va être d'accuser les autres et de rentrer dans un espèce de faux combat. Alors que d'autres personnes plus intelligentes comme Samuel Etienne ou Jamy de C'est pas sorcier, qui ont personnellement bercé mon enfance, ont décidé de s'adapter et passer sur des formats plus modernes, en arrivant sur YouTube, en arrivant sur Twitch. Ou alors on a Mouloud Achour qui lui est resté à la télé, donc chez Canal+, mais qui a des formats qui sont juste au milieu entre la télé et internet. En plus, en parlant de publicité, ce qu'il faut savoir, c'est que la pub sur internet coûte beaucoup moins cher et qu'elle a l'avantage d'être traquable. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Ça veut dire que quand vous cliquez sur une pub, on sait qui vous êtes. Et donc avec ces données, les publicitaires peuvent mieux cibler des pubs qui correspondent à vos envies. C'est pour ça que si un matin vous allez sur le site Nike pour acheter une paire de baskets, pour être sûr que durant la journée, vous allez vous taper plein de pubs Nike, que ça soit sur Instagram ou dans votre boîte mail ou sur internet, partout. Et ça, c'est super puissant en marketing et on appelle ça du retargeting. Et c'est un mécanisme beaucoup plus efficace pour vendre des choses qui peut pas être faisable à la télé. Et pourquoi est-ce que je vous casse autant la tête avec les publicitaires? Bah parce qu'au final, c'est le nerf de la guerre, c'est eux qui financent les plateformes comme Instagram, YouTube, Facebook, même la télé, la radio, enfin tous les médias quoi. D'ailleurs, pour reparler de cet extrait entre Ardisson et Squeezie, il est repassé il y a pas très longtemps chez Combini en disant que les gens n'avaient pas vraiment compris son second degré. Squeezie, alors c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'arrêter le talk show, parce que Squeezie vient chez moi et je lui dis, ton métier, c'est de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Tu gagnes 500 000 balles par an. Génial. Moi, toute ma vie, j'ai cherché un boulot pour gagner 500 000 balles par an sans faire grand chose. Donc je trouvais ça. Moi, j'étais respectueux. Il a mal pris. Il a cru que je me foutais de sa gueule. Donc c'est parti en vrille sur les réseaux sociaux. Alors, j'étais le sale boomer qui comprenait rien, ok boomer. Bon, avec tous ces extraits, on comprend pourquoi c'est mieux pour un rappeur d'aller faire son interview chez Squeezie ou un autre youtubeur plutôt qu'à la télé. On peut le voir ici par exemple avec Orelsan ou Big Flo et Oli. Est-ce qu'adolescent t'écoutais Orelsan? À fond. Moi j'écoutais énormément Orelsan et peut-être trop premier degré. Tu sais, peut-être trop. Je prenais peut-être trop à la lettre ce qu'il disait. T'es un émo fan de Orelsan? Ouais, voilà, ouais. Je disais, je m'enfermais presque dans ma chambre en disant, il a trop raison, de toute façon, le système, n'importe quoi. Truc d'ado, tu connais. On a parlé jusqu'à 6h du mat et il a été incroyablement gentil, bienveillant de fou. On a parlé de tout, YouTube, musique, ses projets, mes projets. C'était super intéressant d'avoir nos deux visions parce qu'on a quand même 10 ans d'écart. Donc il y a quand même une sorte de mini gap, tu vois. Pas tant dans notre culture parce que lui c'était un des premiers geeks de France en fait, en fin de compte. Et comme il le dit, lui il était geek quand c'était pas la mode, tu vois. Mais il y a quand même un truc de YouTube, c'est devenu autre chose entre temps, etc. Donc on échangeait sur tout ça et c'était vachement intéressant. Messieurs, dames, aujourd'hui on est avec Flo et Oli. Là, clairement, faut pas être un génie pour comprendre qu'il y a une très bonne entente entre les deux. Et c'est simplement parce que c'est des personnes qui ont les mêmes codes. Pour ce qui est d'Orelsan, il joue énormément aux jeux vidéo. Et Big Flo est super familier avec YouTube et Twitch parce qu'il streamait même à une époque. Et pour le coup, je suis même passé pour le savoir parce que Big Flo m'a même envoyé un DM pour féliciter pour mon travail. On a su un moment super révélateur dans l'une des dernières émissions de Squeezie où pour rigoler, Squeezie demande à Val de lâcher un couplet en live. Genre, typiquement, à la télé, ça aurait été le truc que les gens te demandent, genre premier degré. Et ils auraient créé le plus gros malaise de la galaxie. Le 16 décembre dernier, c'est déjà dispo. C'est déjà dispo. Tu nous fais un couplet? Je le fais après. Non. Je rêvais juste de dire cette phrase parce qu'elle est horrible. Donc en fait, on remarque que sur YouTube, il y a une espèce de familiarité. Il y a moins de pression que d'être sur un plateau télé. Et pour Big Flo, Oli et Orelsan, je veux bien comprendre, c'est les potes de Squeezie, c'est normal. Mais pour les autres rappeurs, on peut se poser la question pourquoi? Pourquoi est-ce que Squeezie a décidé d'inviter autant de rappeurs récemment? Bah, écoutez, je vous ai posé la question sur Instagram et dans l'onglet communauté de YouTube. Au passage, n'oubliez pas de me suivre sur Insta, c'est Adjaneo Music. Je produis aussi là-bas pas mal d'autres vidéos. Alors ce qui est assez drôle, c'est que vos avis sont assez similaires, mais en même temps complètement opposés. Attendez, je m'explique. En fait, il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que les rappeurs viennent chercher la notoriété
Squeezie dans les vidéos, histoire de rafraîchir un peu leur fanbase. Et après on a le côté opposé, où des gens pensent que c'est plutôt Squeezie qui surfe sur l'autorité des rappeurs. Bon, si vous voulez mon avis, c'est donnant-donnant. Les rappeurs passent un bon moment dans cette émission qui est plutôt chill. Ils sont pas sur un plateau de télé super sérieux avec des gens qui connaissent rien au rap. Mais en même temps, faut être honnête, on vit pas dans le monde des bisounours. Donc très clairement, ça leur permet d'en même temps passer un moment chill et de promouvoir leur dernier album, leur dernier projet, leur concert, n'importe quoi. Et ça leur permet aussi de créer une familiarité avec leur audience, parce qu'ils apparaissent dans un contexte beaucoup plus normal, entre guillemets, sans les feux des projecteurs et un plateau de fou. Et ça leur permet d'appuyer sur un biais cognitif qui est très connu en marketing, qui est le biais de la confiance. Plus les rappeurs vont se montrer de manière naturelle, et plus on va les considérer comme des personnes lambda et pas comme des superstars. Donc plus on va avoir confiance en eux, ce qui permet de mieux connecter avec leur musique et d'avoir plus de ventes d'albums et plus de places de concerts vendues. C'est pour ça que par exemple les vlogs pour les rappeurs, c'est juste le meilleur contenu qu'ils puissent faire, pour justement créer un lien fort avec leur audience. Bon, après pour être honnête, je pense pas vraiment que les rappeurs pensent à toute cette stratégie-là, en essayant de manipuler le cerveau de leur audience en apparaissant à droite à gauche. Je pense plus qu'ils décident d'aller là-bas parce que c'est un endroit où ils passent un bon moment, mais qu'on le veuille ou non, c'est ce qui se passe de manière inconsciente dans le cerveau des spectateurs qui peuvent devenir par la suite des fans. Pareil de mon côté, j'ai une formation artiste d'influence que je vends, et je sais qu'en donnant des conseils gratuits dans mes vidéos YouTube, bah ça va créer moins de freins à l'achat parce que je vous prouve entre guillemets que je m'y connais en marketing. Même si la vraie raison pour laquelle je fais ces vidéos YouTube, bah c'est pour le kiff. S'il y a des artistes qui regardent cette vidéo et qui veulent avoir plus de visibilité, il y a justement cette formation, où il y a déjà plus de 50 personnes d'ailleurs, qui répond à ce besoin-là. Et du côté Squeezie, ça lui permet lui de diversifier encore plus son contenu et avoir des guests super intéressants, qui ont des perspectives différentes, qui ont des sens de l'humour différents. Et ça lui permet aussi d'aller chercher une audience qui n'avait pas l'habitude d'attirer avant. D'ailleurs, SCH a récemment salué Squeezie pour son projet du GP Explorer. Mais Squeezie est pas le seul, parce que Amine aussi passe beaucoup de temps avec des rappeurs en ce moment, notamment avec Gazo qui s'est incrusté dans son live. Les gars, c'est comment la Gazo Ou encore l'énorme événement Spotify appelé Levan, dans lequel on avait Billy, Squeezie et Inox versus Niska, Dinos et Sosomanes. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Monsieur Sosomanes, l'applaudissement super oh. Et monsieur Niska, merci d'être là frérot. Et comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur Aiden Rose, qui est un énorme streamer américain, aux US c'est super normal d'inviter des rappeurs, que ce soit en stream ou dans les vidéos YouTube. Et personnellement je suis complètement pour ce genre de contenu. À la limite le truc qui va me déranger un peu, c'est un peu ce côté surproduction en mode télé. Parce que c'est vrai qu'on commence à voir de plus en plus de vidéos YouTube ou d'émissions Twitch qui reprennent les concepts télé des années 80 et qui les remettent au goût du jour. Je trouve ça sympa parce qu'il y a un côté nouveau, vu que les présentateurs sont forcément plus jeunes, et un niveau de proximité qu'on n'avait pas avant à la télé avec le chat, avec les commentaires YouTube. Donc en tant que spectateur, on est encore plus impliqué dans l'émission. Comme par exemple dans l'émission Twitch Zen, où on a eu un face-à-face légendaire entre Cyprien et Cortex par exemple. Qui est cette personne? Est-ce que tu la connais? Oui, c'est Cortex des pyramides. Ce qui est un énorme clin d'œil à l'émission Il y a que la vérité qui compte. Donc personnellement je comprends que les youtubeurs ou les streamers veulent professionnaliser leurs vidéos et rendre ça beaucoup mieux en termes de production. Mais de l'autre côté je trouve qu'on perd quand même ce cachet. On perd un peu ce côté authentique qu'on est venu chercher sur internet de base. Alors d'un côté c'est très bien, parce que d'un côté on lève, tu sais, on tire Twitch vers le haut, on tire, tu sais, tout vers le haut, mais d'un autre côté, on se met une balle dans la jambe. On se met une balle dans la jambe parce que le moment où, en fait, imaginons demain, moi, je lance une émission télé, typiquement télé, avec des caméras, des lumières, des trucs partout, tu vois. Le jour où je le fais pas, le jour où j'arrête, ou le jour où je suis plus en capacité de le faire, vous allez encore me suivre? Et en fait, la vraie question que je me pose et que je pense qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de ce genre de grosse production à absolument toutes les vidéos ou toutes les émissions Twitch? Alors certains concepts, je pense que oui. S'il faut faire intervenir beaucoup de personnes, si on va faire un truc dangereux, ou s'il y a besoin de beaucoup de caméras par exemple, je pense au GP Explorer qui aurait pas pu être fait dans la chambre de Squeezie avec son setup Twitch quoi. Mais d'autre côté, il y a plein d'autres concepts qui auraient pu simplement être faits avec une caméra, un micro et une lumière, et qui auraient rendu l'émission ou la vidéo beaucoup plus chill, beaucoup moins prise de tête, tout en augmentant cette proximité avec le spectateur. Mais malheureusement, on sent que certains streamers ou youtubeurs essayent de rendre leurs vidéos plus qualitatives pour un peu montrer que le stream ou que YouTube, c'est au niveau de la télé. Sauf qu'en réalité, une émission qualitative, ça se mesure pas à la qualité du matériel qu'on utilise. C'est comme dans la musique, de nos jours, il y a des gens qui font des hits avec juste leur téléphone. Alors que de l'autre côté, il y en a qui ont des méga studios de ouf à LA qui produisent des boosts internationales. Bref, ça ouvre plein de sujets de débat super intéressants et je vous laisse les commentaires pour faire ça. En attendant, l'ami, si ça vous a plu, je vous invite à aller voir cette vidéo sur l'un des plus grands streamers américains, iShowSpeed. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de venir me suivre sur Insta, c'est @JayNoMusic, et moi je vous dis à la prochaine. Peace out.